La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente le Journal décalé. Allez Georges, je vous laisse vous installer parce que vous arrivez en courant. Tout de suite, votre journal décalé. Et surtout, je viens pour vous annoncer des bonnes nouvelles sur le taux d'épargne qui est toujours très élevé en France et qui est même reparti à la hausse ces derniers trimestres, atteignant 18,8% au premier trimestre 2025. La France fait partie du peloton de tête européen, parce qu'on a l'Allemagne à peu plus de 20%, mais après il y a l'Espagne à 13,5%. Et l'Italie à 11,2%. Autre bonne nouvelle, on a des flux d'épargne qui sont dynamiques, flux d'épargne très importants pour les CGP. On avait eu 87,6 milliards au dernier trimestre 2024, qui sont très supérieurs à la moyenne sur le 2013-2024, c'était plutôt à 57 milliards. Où vont ces flux ? Ils vont un petit peu sur le livret A et sur le LDDS, qui ont collecté 1,88 milliard en mai. Il va un peu aussi sur la survie, même beaucoup sur la survie, qui est en pleine forme avec une collecte nette de 3,8 milliards sur le mois de mai 2025. Il va aussi un peu sur le PER assurantiel qui a collecté aussi au mois de mai 937 millions d'euros. Bref, plein de très belles opportunités pour les CGP. Ouais, premier constat, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Donc le taux d'épargne est 18,8%. A priori, il ne va pas forcément augmenter, ce qui veut dire que la compète pourrait être un peu plus compliquée. Et on suivra notamment avec beaucoup d'attention ce qui va se passer sur l'avenir du marché immobilier et sur la production de crédit, parce que c'est un élément important pour voir le business des CGP et les flux qui arrivent en termes de placement. Laissez-moi un peu d'engouement, mais ceci dit, j'ai un autre petit caillou dans la chaussure sur l'assurance vie, c'est le député Éric Ciotti qui vient de présenter une proposition de loi qui pourrait bien bousculer énormément le marché de l'épargne. Très concrètement, il propose une refonte majeure des plans d'épargne action, les fameux PEA et PEA-PME. À la clé, d'abord, la suppression des plafonds de versement. Pour mémoire, aujourd'hui, c'est 225 000 euros pour un PEA-PME et 150 000 euros pour un PEA ordinaire. Deuxièmement, il propose un alignement de la fiscalité entre les PEA, PEA bancaires, PEA assurantiels, qui sont des contrats de capitalisation, sur la fiscalité successorale et sur la fiscalité successorale de l'assurance vie, Et cet argument massu, c'est quoi sa solution ? Ça permet de mieux financer l'économie et donc c'est totalement cohérent avec le projet européen d'union d'épargne et d'investissement. Alors c'est intéressant que vous parliez d'Europe parce qu'en fait il faut repositionner cette proposition d'Éric Ciotti dans l'annonce récente qui a été faite par le ministre de l'économie et des finances Éric Lombard, qui a réuni à Paris un certain nombre de ses homologues européens pour lancer un label qui s'appelle Finance Europe, dont dans les échanges off qu'on a eu avec Bercy, on n'a jamais réussi à savoir exactement quel type de produit allait être labellisé, mais il faut que ce soit plutôt du fonds propre et il faut qu'il y ait un avantage fiscal. Donc se pose la question, est-ce que c'était le PEA, est-ce que c'était l'assurance vie ? Assurément, en agissant de la sorte, Éric Ciotti joue la carte du PEA. On suivra ce dossier qui, a priori, pourrait aboutir l'année prochaine. Restons dans les lois avec une loi dont vous vous rappelez certainement, Jean-François, la loi Industrie verte. Elle avait confié au comité de consultation des services financiers le soin de quoi ? Le soin de suivre les performances des frais et des produits financiers, à l'exception d'une chose, les produits bancaires. Ils sont malins, ces banquiers, ou ils sont très actifs en lobbying. Et pour mémoire, le CCSF, il est composé à parité de représentants des épargnants et des professionnels, notamment des représentants des CGP. Vous allez reconnaître quelques noms comme Karen Viol, David Charlet ou Julien Arnoux. Le CCSF, il vient de sortir son premier rapport, donc de l'Observatoire des produits de l'épargne financière. Et devinez quoi ? Le communiqué ne cite qu'un seul chiffre, 2048 milliards. C'est le montant de l'épargne financière passée au crible à l'occasion de ces travaux. L'ambition de ce document, c'est d'offrir une synthèse claire et pédagogique pour mieux comprendre. Moi, j'ai pas tout compris. Alors, évidemment, si vous êtes limité au communiqué de presse, à mon avis, je vais vous dire, le communiqué de presse, à mon avis, tous les mots ont été pesés, sous-pesés, etc., pour ne fâcher personne. C'est la caractéristique de ces instances paritaires. J'ai pas lu tout le rapport, là. J'ai là, il y a 115 pages. Deux constats quand même. Pour nos amis CGP sur des choses qui remontent et qui, à mon avis, vont faire un peu de bruit. Le premier constat, c'est qu'il y a un tableau sur les frais d'entrée
et les frais de gestion des différentes enveloppes assurantielles, notamment où on sépare l'assurance vie et les PER individuels. Et le constat témoigne que les frais des pèlerins sont supérieurs aux frais des contrats d'assurance vie. Donc là, je pense que ça va être, d'un point de vue politique, on en a déjà un peu parlé, un petit caillou dans la chaussure. Parce que je rappelle qu'à l'époque, Jean-Noël Barrot, au moment de la loi Pacte, avait dit « le pèlerin, c'est un truc formidable, on va mettre tout le monde, ça va faire baisser les prix ». Ça n'a pas du tout fait baisser les prix, ça les a augmentés. Puis la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est pas un chiffre, c'est un texte qui est dans ce rapport, qui va là aussi donner lieu j'imagine, à quelques commentaires. L'OPEF dit « l'OPEF n'a pas été en mesure de collecter les frais des produits structurés ». Et c'est pas plus mal. Je pense que là-dessus, il y a un sujet, à la fois sur les structurés, il y a une remise en cause des chiffres de SRP, qui est le fournisseur qui a donné les données, où l'OPEF dit finalement les données que nous donne la place sur les performances des produits structurés, on n'est pas sûr que ce chiffre il soit si pertinent que ça. Deuxièmement, l'OPEF dit sur les produits structurés, on a du mal à avoir les frais, on considère qu'on n'est pas suffisamment transparent, etc. Comme vous le savez, il y a eu un travail du pôle commun de la CPR. Je pense que ces deux sujets seront dans les points d'attention des régulateurs dans les mois qui viennent. On en reparlera certainement dans le journal décalé. Autre sujet, Jean-François, on ne peut pas parler d'épargne sans parler de crypto, de crypto-monnaie, un sujet qui m'anime beaucoup en ce moment. J'ai le plaisir de faire un tour de France avec Célentia pour former les CGP aux crypto. Et on est en train de passer dans une spéculation avec le Bitcoin qui a explosé, qui a baissé, qui a réexplosé, à un vrai changement de notre mode de vie avec la blockchain. Très concrètement, il y a plein de nouveautés. D'abord, il y a le premier Français qui a acheté un appartement payé avec des Bitcoins, un bien immobilier. Il s'avère que c'est pas si beau que ça parce qu'en fait, on a quand même demandé de mettre 30% de plus que la somme. Les variations des bitcoins étaient tellement fortes qu'ils voulaient se protéger d'une éventuelle fluctuation. Chez les banques, ça bouge aussi. La Société Générale a annoncé lancer sa propre crypto-monnaie. JP Morgan a annoncé pareil. BlackRock, le leader de chez Leader, avait lancé aux États-Unis un ETF il y a un peu plus d'1 an avec des chiffres qui font rêver. 36 milliards de dollars de collecte en 1 an, 16 milliards de perfs. Et encore plus clé, la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'ils allaient rentrer dans le jeu très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'ils vont lancer un euro numérique pour permettre à tous les Européens de profiter de toute la facilité de la blockchain, des transactions instantanées, sécurisées, etc. Mais aussi, ils ne veulent pas perdre la main parce que sinon, si une banque centrale perd la main sur la monnaie, elle ne sert plus à grand-chose. Alors, deux petites remarques par rapport à ça. Je vais partir de BlackRock. Vous parliez du produit qui avait été lancé aux États-Unis, qui a été lancé en mars 2025 en Europe. Où l'Europe est arrivée après. Avec un franc succès. Ce qui est d'ailleurs assez rigolo, c'est que si vous regardez le document d'information clé du produit, vous constatez que les règles de distribution ne sont pas les mêmes dans les pays européens et au Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni est beaucoup plus strict sur la commercialisation de ces produits-là que l'Europe, puisque au Royaume-Uni, la distribution du produit à la clientèle retail est interdite. On se rappelle qu'il y a plus, si on fait référence à Ciotti, qu'il y a plus de détenteurs de crypto dans notre pays aujourd'hui que de détenteurs d'actions. Et ça amène à une vraie question pour tout le monde, c'est-à-dire pour les CGP, quelle place on met à ces nouveaux produits ? Est-ce qu'ils sont crédibles ? Est-ce qu'ils ne sont pas crédibles ? Et puis cette question qui se pose à vous, elle se pose aussi à nous. Est-ce que demain, il ne faudrait pas qu'il y ait dans les plus encore une rubrique crypto ? Ah bon, certainement, on en reparlera, mais vous verriez l'intérêt des CGP quand ils découvrent vraiment comment ça marche, c'est assez fascinant. Pour finir, beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup d'enthousiasme, mais aussi une petite mise en garde. Il y a malheureusement régulièrement des mauvaises histoires qui font une très mauvaise publicité au monde des CGP. Le dernier, c'est Apollonia. Attention de bien distribuer des produits qui sont autorisés par votre RC professionnel. Et bien sûr, de faire attention au profil de risque. C'est le cas pour les cryptos. Vous n'avez le droit de proposer à vos clients des cryptos que si leur profil de risque est en adéquation avec des cryptos. Et dans ce cas-là, vous devez les mettre en relation avec une plateforme qui a l'accréditation PSAN. Et cette plateforme doit refaire tout l'onboarding. Vous n'avez pas le droit vous-même de refaire tout vous-même. Pour prendre un peu de hauteur, là je parle de crypto, mais il est communément certain que les listes noires de l'AMF ou de la CPR ne suffisent pas à protéger le public des arnaques ou des mauvais investissements. C'est pourquoi l'ESMA, donc
L'autorité européenne des marchés européens, des marchés financiers s'implique aussi sur le sujet. Elle a adressé plusieurs lettres aux principaux réseaux sociaux. Pourquoi à eux? Parce que souvent, les arnaques passent par les réseaux sociaux pour bien les mettre en garde de ne pas faire de publicité pour des produits illicites, pour des produits financiers illicites. Ces nombreux placements financiers bidons, qu'est-ce qu'il fait? Il génère une énorme perte de confiance envers les institutions financières, mais aussi envers les médias sociaux eux-mêmes. Pour l'instant, vous connaissez ces plateformes américaines, pour la plupart, ou chinoises pour certaines. Rien ne permet de dire qu'elles vont répondre positivement, mais elles ont déjà été condamnées à payer des centaines de millions de dollars d'amende. Pour revenir au monde des CGP, soyez super vigilants sur les produits que vous distribuez et pas toujours ceux avec les plus grandes commissions, c'est pas toujours les meilleurs. Merci beaucoup, Georges. Je vous souhaite d'excellentes vacances pour cet été. Merci à vous d'avoir été des nôtres dans cette longue dernière émission de la saison. Bonnes vacances à vous. On se retrouve à la rentrée, sauf évidemment s'il se passe des choses, ou dans ce cas-là, nous ne manquerons pas de faire une émission exceptionnelle ou de vous retrouver sur le site et plus encore.